Il est 22 heures, bienvenue à vous mesdames et messieurs dans ce bulletin d'information. Au sommaire de cette édition de ce mardi 9 février, la traite des personnes et le trafic humain était à l'ordre du jour de la 4e séance du Conseil des ministres qui s'est tenue ce matin au palais présidentiel. Et aux nouvelles internationales, la coalition mortelle entre deux trains a fait plusieurs morts et blessés. Bonsoir. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin la 4e séance du Conseil des ministres. Plusieurs textes ont été examinés et approuvés. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, nous a fait un compte rendu de cette séance. Je vous propose donc de l'écouter. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 4e séance du Conseil des ministres en ce mardi 9 février 2016. Était inscrite à l'ordre du jour 8 questions. La première question est relative à un projet de loi portant lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Notre pays s'engage par l'adoption de ce texte de loi à combattre partout dans les pays d'origine, de transit et de destination, à prévenir de telles activités, à punir les trafiquants et à protéger les victimes conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, notamment à celle de son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes vulnérables ayant besoin d'aide et de protection. La traite des personnes et le trafic des migrants figurent parmi les activités criminelles internationales qui tirent leurs sources de la pauvreté extrême, du chômage, le manque de débouchés économiques, les troubles civils et l'incertitude politique. Ces différents facteurs contribuent à la création d'un environnement favorable à ces deux phénomènes. Ce projet de loi vise donc à assurer la sécurité des victimes de la dite traite, leur protection ainsi que celle de leurs familles contre l'intimidation, les menaces de représailles émanant des auteurs de la traite et de leurs associés ou complices. La deuxième question est relative à un projet de loi portant réorganisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Ce projet de loi poursuit et parachève l'objectif de créer une juridiction financière autonome. Ce projet vise aussi à doter la juridiction d'une organisation et d'un fonctionnement interne capable de fournir un soutien administratif adapté et d'améliorer la gouvernance interne et apporte une clarification des missions, des compétences et des procédures. La troisième question concerne un projet de décret portant création d'un office de notaire. M. Abdurrahim Aden Saïd, titulaire d'un bachelor en droit, est donc agréé pour exercer la profession de notaire, conformément à la loi et en fonction donc des compétences qu'il a pu confirmer par ses diplômes. La quatrième question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet de raccordement électrique de la ligne de chemin de fer Djibouti-Éthiopie, lot numéro 2. Cet accord de financement, d'un montant de 4 milliards de francs djiboutiens environ, servira donc à la construction d'une ligne électrique pour alimenter le réseau de chemin de fer depuis le poste de Djebanas jusqu'à la frontière djiboutienne. Dans le cadre de ce contrat commercial conclu le 24 décembre 2014 entre EDD et Djibouti, de Djibouti et Shanghai Electric Group. Donc ce projet pourra contribuer à la finalisation de la ligne de chemin de fer qui relie Djibouti à Addis Abeba. La cinquième question concerne un projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'hôpital d'Ali Sabieh. Le système hospitalier djiboutien comprend désormais un second hôpital de référence, en l'occurrence celui d'Ali Sabieh. Il est destiné aux populations des deux régions sanitaires du sud, Ali Sabieh et Dikil. Cet hôpital d'Ali Sabieh est doté du plateau technique adéquat, radiologie et laboratoire, et a une capacité litière de 110 lits ainsi que des capacités de soins et d'une autonomie de gestion importante. Son organisation et fonctionnement s'inscrivent dans la réglementation régissant les établissements hospitaliers publics. Et la séance s'est donc poursuivie ce matin au palais présidentiel et ont été examinés par la suite, outre la traite des personnes et le trafic humain, les différents points qui étaient à l'ordre du jour de ce conseil. Les détails avec le porte-parole du gouvernement. Et la sixième question concerne un projet de décret relatif aux conditions d'exploitation d'une station de service. Ce décret
s'insère dans le cadre de la mise en place d'une réglementation pour le bon fonctionnement de ce secteur pétrolier, notamment lors de la construction d'une station-service, son lieu d'implantation vis-à-vis d'une autre station de service et des établissements voisins doit être donc réglementé. Le respect des normes sécuritaires et environnementales, les dispositifs techniques des équipements sont essentiels pour l'implantation de ce type de structure. La 7e question est relative à un projet d'arrêté portant affectation de 2 parcelles de terrain au profit du ministère de l'Éducation nationale. Ces 2 parcelles, respectivement de 10 330 m² et de 9 343 m², situées 6 au lotissement Nassib, sont destinées à l'implantation de 2 écoles primaires. La 8e question concerne un projet d'arrêté portant affectation de 2 parcelles de terrain au profit du ministère des Affaires musulmanes. Ces 2 parcelles, respectivement de 5 096 m² et de 10 000 m², situées toujours au lotissement Nassib, sont destinées donc à l'implantation de 2 mosquées. En fin de séance, le ministre de l'Habitat a fait rapport au Conseil sur les projets d'adaptation au changement climatique, suivi d'une autre communication faite par le ministre de la Santé sur le virus Zika et ses conséquences sanitaires. Le ministre de la Défense a pour sa part fait un rapport au Conseil sur sa participation à la 4e Assemblée extraordinaire de l'ESAF à Addis Abeba, 30 janvier 2016. Le ministre des Affaires étrangères a fait rapport au Conseil de sa tournée dans les pays du Golfe du 20 au 26 janvier 2016. Enfin, le ministre des Affaires étrangères a rendu compte au Conseil de la participation du chef de l'État au 26e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba, donc du 29 au 31 janvier 2016. Le ministre de la Communication a pour sa part fait une communication au Conseil sur le 7e câble sous-marin de fibre optique de dernière génération et le plus lent. Il relie Hong Kong à la France en passant par Djibouti. En nouvelle nationale toujours, le mouvement dénommé Jeunesse djiboutienne, en mouvement connu sous l'acronyme du JDM, a organisé ce mardi 9 février un rassemblement populaire à la salle de la Corniche sur la route de Venise, rassemblement auquel ont pris part les jeunes de plusieurs quartiers populaires de la capitale et ceux de régions de l'intérieur. Ce rassemblement de masse a réuni ainsi des centaines de jeunes à l'appel du JDM. La journée a été donc marquée par l'organisation de danses et de chants folkloriques et traditionnels. Des stars de la chanson djiboutienne y étaient conviés, dont Habbat ou encore Hussein Haile, qui ont interprété des chansons sur l'unité et le patriotisme, et par la suite l'hymne national a été entonné en chœur. Cette journée se voulait être donc celle visant à fédérer les forces vives de la nation et l'avant-garde cherchant à relever tous les défis et défendre Djibouti. Après les danses et chants traditionnels, les leaders des associations de la jeunesse ont pris tour à tour la parole à la tribune et ont mis l'accent sur l'avenir de la jeunesse de notre pays et dans son engagement social. Des débats fructueux et échanges ont suivi ces interventions, mais toutes les associations présentes ont joint leur choix de miser leur avenir et confier leur destin à leur leader et candidat Ismail Omar Guelleh. On écoute Mohamed Aden, président de ce mouvement. À ce jour, je suis très ravi et on ressent une grande satisfaction de la manière dont les jeunes se sont appropriés et géré les missions premières de l'association malgré les pressions inhérentes à chaque événement. Donc j'ai découvert le rôle de cette association qui est JDM. J'apprécie surtout chaque jour d'être
jeunes, car cela implique la passion qui anime et accompagne les dynamiques de ces groupes. Ce qui est encore plus magnifique, c'est de voir l'amplitude des émotions générées lors des tournées effectuées dans toute la région, de toute la République qui ont été tournées de proximité. L'objectif de viabilité du projet de l'association n'est toutefois pas encore atteinte en totalité. Et nous avons eu la chance de recevoir de l'aide financière et des appuis techniques, moraux et humains plus que nécessaires de plusieurs départements, organismes et personnalités. Et la jeunesse djiboutienne a montré aujourd'hui qu'elle n'était pas à la marge concernant les questions et les intérêts de la société ou des enjeux politiques. Elle a aussi démontré sa maturité, qu'elle était plus que jamais un acteur incontournable des enjeux de notre nation et de son évolution dans le futur. Il est à noter que la jeunesse représente plus de la moitié de la population djiboutienne et qu'elle est sans doute l'avenir de ce pays. Son engagement montre bel et bien la préparation de son avenir et de son épanouissement aux côtés de leur leader de tout temps, le président Ismaël Omar Guelleh. La journée s'est clôturée par une photo de famille avec l'ensemble des leaders des quartiers et des associations des jeunes aux côtés du mur de l'espoir sur lequel a été apposé les signatures des membres du mouvement JDM et des différents responsables des associations issues des 3 communes de la capitale et des 5 régions de l'intérieur du pays. Les interviews et les réactions en aparté ont montré l'effervescence de la jeunesse au soutien du président Guelleh et la journée a pris l'ampleur d'un plébiscite de leur leader au 4e mandat. Nous participons aujourd'hui à une journée organisée par le JDM, ce mouvement qui a su rallier la vie associative, la jeunesse de la République de Djibouti à la vie politique, à la vie publique. Voilà. Le JDM aujourd'hui a su, je disais, rallier la jeunesse djiboutienne à plus d'impact ou de vie politique, c'est rallier la jeunesse djiboutienne à la vie publique et les pousse encore et encore à affirmer qu'un pays sans jeunesse est un pays qui n'existe pas, est un pays qui n'avancera jamais. Et là aujourd'hui, nous sommes tous là, toutes les associations de la République sont là pratiquement. Un très bon réseau est en train de se mettre en place pour tout d'abord dire et affirmer que la jeunesse est là et aussi montrer que la jeunesse djiboutienne est derrière son président pour le prochain mandat, Inch'Allah. Et après sa rencontre avec le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh à l'issue d'un second forum binational annuel fructueux qui s'est tenu hier dans la capitale, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis Anthony Blinken a visité aujourd'hui la ville d'Obok. Accueilli dès son arrivée à la ville côtière d'Obok par le préfet de cette région, Hassan Dabali Ahmed, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis Anthony Blinken a rencontré des responsables locaux et il a pu visiter le bureau d'aide aux migrants de l'Organisation internationale pour les migrations et le camp des réfugiés de Markazi du Haut Commissariat aux réfugiés. Cette rencontre a vu également la participation du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar. Le secrétaire adjoint Blinken a exprimé sa gratitude au préfet d'Obok pour l'engagement du gouvernement djiboutien à faciliter le transit de plus de 6000 citoyens américains et de leurs familles yéménites arrivés sur les côtes de Djibouti depuis avril dernier. Le secrétaire adjoint Blinken a félicité Djibouti pour son soutien permanent dans l'accueil des réfugiés en provenance du Yémen, de la Somalie et d'autres pays. L'année dernière, les États-Unis ont fourni plus de 5 millions de dollars au HCR et à l'OMI pour soutenir l'aide humanitaire octroyée aux réfugiés à Djibouti, y compris à ceux qui ont fui les conflits. En outre, les contributions des États-Unis aux programmes régionaux de l'ONU et de l'OIM dans la Corne de l'Afrique et à l'appel d'urgence en faveur du Yémen ont soutenu l'aide humanitaire et les activités de protection à Djibouti. Ces fonds ont soutenu les activités du Programme alimentaire mondial, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, du HCR et d'autres organisations en fournissant de la nourriture, de l'eau, des logements, des soins médicaux, une protection et d'autres formes d'assistance.
Et au chapitre de notre dossier magazine consacré cette semaine aux liens culturels et de coopération djibouto-soudanaise figure aujourd'hui la place qu'occupe la chanson soudanaise chez les Djiboutiens. La preuve, Salah bin Badia n'est pas un inconnu pour les Djiboutiens et Djibouti ne lui est pas inconnu, aussi comme vous allez voir dans ce reportage tourné par notre équipe de la RTD à Khartoum. Salah bin Badia a fait partie de ces auteurs, compositeurs et interprètes hors pair qui ont fait renommer de la chanson soudanaise. Sa longue carrière dans le domaine musical dure encore. Il s'y baigne depuis une cinquantaine d'années. Nous avons pu le rencontrer à Khartoum, ce qui constitue pour les jeunes journalistes de la RTD un immense honneur et une fierté. Et dans un entretien exclusif, nous avons pu longuement discuter avec lui de sa carrière, de la chanson soudanaise et Djibouti qu'il a visité à plusieurs reprises et des relations djibouto-soudanaises. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. Salah bin Badia est l'un des plus célèbres chanteurs soudanais et a marqué à jamais le milieu du showbiz soudanais par sa carrure et ses prestations sur scène, apprécié non seulement par le public soudanais mais également hors des frontières du Soudan et particulièrement par les Djiboutiens. Il s'est produit à plusieurs reprises ici à Djibouti. De son vrai nom, Salah Al-Jil Mohamed Abou Khouroun est né dans le village Oumdoum en 1937 et a grandi à Kouroun où il a entamé ses études primaires. Ensuite, il a poursuivi ses études supérieures à l'Institut populaire égyptien par voie de correspondance avant qu'il intègre une université à Khartoum. Salah bin Badia a fait ses premiers pas artistiques en jouant dans deux films à savoir Tajouj et Rihlat Ayoun. Ensuite, il s'est lancé dans la chanson où il a interprété de nombreux tubes, parmi lesquels le plus connu, Salah min Sha'ri Adab, qui a cartonné dans beaucoup de pays. بشعرها الذهب فتدلى ومن سكب سال بشعرها الذهب فتدلى ومن سكب لما عبث. Le célèbre chanteur soudanais Salah bin Badia nous a accordé une interview exclusive lors d'un passage d'une équipe de la télévision djiboutienne au Soudan. Il s'est dit réjoui de l'excellence des relations entre Djibouti et le Soudan. Il nous a également parlé de son parcours artistique. Nous l'avons demandé, tout d'abord, nous vous remercions, M. Salah bin Badia, de nous accorder cette interview. Et pour commencer, j'aimerais que vous nous parliez brièvement de votre parcours artistique. Salah bin Badia nous a répondu en ces termes. C'est pour moi un immense honneur de m'entretenir avec la télévision d'un grand pays frère et je considère que Djibouti et le Soudan appartiennent à la même famille. Concernant mon parcours artistique, c'était une expérience riche et unique qui a duré plus de 50 ans. Bin Badia est venu à Djibouti de nombreuses fois où il a présenté plusieurs concerts musicaux. Le dernier concert date de l'époque de l'investiture du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. À la question, vous avez visité Djibouti plusieurs fois. Comment vous avez trouvé donc notre pays lors de votre dernier passage? Salah bin Badia a répondu. Ma première visite date avant l'indépendance et après l'indépendance, j'ai eu l'occasion de revisiter Djibouti à plusieurs reprises et j'ai pu constater lors de ma dernière visite une grande différence entre Djibouti d'autrefois et celui d'aujourd'hui. Djibouti a beaucoup changé avec la construction de nouveaux bâtiments et la mise en place de nombreuses routes. J'apprécie particulièrement les sites touristiques. De même, je constatais que les Djiboutiens apprécient les chansons soudanaises et mes propres chansons. J'espère que les deux pays, le Soudan et Djibouti, vont mettre en place un mécanisme d'échange culturel en matière de chansons et de musique. Au terme de cet entretien, l'école soudanais a voulu transmettre quelques recommandations et conseils à la jeune génération montante d'artistes aussi bien à Djibouti qu'au Soudan. Et il a demandé à ces jeunes artistes de s'armer de patience et d'œuvrer en permanence avant tout pour le développement et la culture, donc il reste le protecteur.
La coopération artistique entre Djibouti et Soudan ne date pas d'hier. C'est un domaine qui jouit de l'attention très particulière des deux nations. Et dans la page sport, la seconde saison du championnat sportif scolaire qui a démarré la semaine dernière au lycée de Djibouti se poursuit hier après-midi au lycée industriel et commercial. Les premiers matchs dans les tours préliminaires dans la discipline handball, filles et garçons, ont opposé les équipes issues de 10 établissements scolaires de l'enseignement moyen de la capitale. Chez les filles, le collège de Boulaous a battu Haïl Saïd sur un score de 4-2. Ambouli a battu Gabod 1 sur un score de 3-1. Et enfin, Gabod 4 a été battu par le collège du Palmeret 2 sur le score de 2-1. Chez les garçons, Gabod 4 a été battu par le Palmeret 2 sur le score de 5-2. Gabod 1 a battu Ambouli sur 14-7. Et enfin, Boulaous a battu Haïl Saïd sur le score écrasant de 12-1. À noter que les épreuves du tournoi se déroulent dans plusieurs établissements scolaires, en notamment le lycée industriel et commercial du lycée d'État de Djibouti et le collège de Fukuzawa. Dans le calendrier sportif, les matchs se déroulent sur 3 sites, le lycée de Djibouti, le LIC et le gymnase de Fukuzawa, tous les lundis et le jeudi. Et les organisateurs nous ont précisé cela. Et plus généralement, ces championnats sportifs scolaires visent non seulement l'épanouissement des jeunes, mais aussi à la détection précoce des jeunes talents, de manière à leur assurer un suivi et une orientation immédiate vers leur discipline de vocation. À ce titre, il faut rappeler que la première saison sportive scolaire a été couronnée de succès avec une première équipe de jeunes footballeurs âgés de 11 ans en moyenne qui prennent part actuellement au championnat pan-arabe qui se déroule cette semaine au Qatar. L'équipe qui défend la couleur de Djibouti, les jeunes footballeurs du collège de Fukuzawa ont déjà remporté leur première victoire en battant l'équipe libanaise sur un score de 3-0. Nous avons dans la page nécrologie ce soir le regret de vous annoncer le décès de Feu Hussein Khalil God, décédé dimanche à Borama en Somaliland. Le défunt laisse derrière lui une veuve et 3 filles. Le défunt était le grand frère du grand artiste djiboutien Korgare, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité hors de nos frontières, une collision frontale entre 2 trains a fait plusieurs morts et une centaine de blessés ce mardi dans le sud de l'Allemagne. L'origine de l'accident n'est pas encore connue. Au moins 4 personnes sont mortes et environ 150 autres ont été blessées, dont 10 grièvement lorsque 2 trains de voyageurs exploités par la compagnie Meridian sont entrés en collision. La suite dans ce commentaire. Au moins 4 personnes sont mortes et environ 150 autres ont été blessées
dont dit brièvement lorsque 2 trains de voyageurs exploités par la compagnie Meridian sont entrés en coalition en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est un bilan provisoire dressé par les sauveteurs. 2 trains se sont percutés frontalement, a indiqué un porte-parole de la police. Il y a environ une centaine de blessés et plusieurs morts, a-t-il ajouté. L'accident s'est produit ce matin dans une ville située dans le sud de l'Allemagne, à une 60aine de kilomètres au sud-est de Munich, a indiqué dans un communiqué la compagnie Meridian. Selon Meridian, les 2 trains sont imbriqués l'un dans l'autre et ont partiellement déraillé. La voie sur laquelle circulaient les 2 trains ont quant à elle exploité par le groupe public des transports ferroviaires. Une enquête a été ouverte sur les causes de cette coalition. La police a tenu une conférence de presse ce midi. Et aux États-Unis, les candidats des primaires américains partent à l'assaut du New Hampshire ce mardi. Les électeurs de ce petit État du nord-est des États-Unis sont réputés imprévisibles. Et si côté républicain, Donald Trump part avec une avance de 17 points dans les sondages, le New Hampshire pourrait rebattre les cartes dans le camp démocrate du Bernie Sanders. La suite avec Asma Mohamed. Et si, côté républicain, Donald Trump part avec une avance de 17 points dans les sondages, le New Hampshire pourrait rebattre les cartes dans les camps démocrates où Bernie Sanders est la rockstar des jeunes et des femmes, à tel point qu'elles s'évanouissent pendant ses meetings. L'une d'elles est tombée sur la scène à Derry alors que Bernie Sanders faisait son discours. Elle n'a pas été blessée. L'Assemblée a repris ses esprits pour constater que les sénateurs du Vermont dévancent de plus de 12 points Hillary Clinton dans les sondages. Mais les électeurs du New Hampshire se décident généralement au dernier moment. L'ancienne secrétaire d'État de Barack Obama ne s'avoue donc pas convaincue, d'autant qu'elle peut compter sur son mari pour mener la charge contre son rival. Bill Clinton s'en est pris au micro d'Euronews à Bernie Sanders, l'accusant de refuser le débat. Au lieu de dire qu'il n'est pas d'accord et d'expliquer pourquoi ce qu'on est supposé faire en démocratie, il s'est content de lui dire « Vous représentez l'establishment point final » sans argumenter. Et ça, ce n'est pas bon signe, estime Bill Clinton. Pourtant, la tactique semble fonctionner puisque Bernie Sanders a sérieusement entamé la confiance du couple Clinton en talonnant l'ex-première dame dans l'Iowa la semaine dernière. C'est l'une des grosses surprises de cette campagne. Le fait qu'Hillary Clinton soit à la peine dans le New Hampshire, elle est en train de perdre les votes de jeunes, les votes de femmes, mais on le sait, c'est une combattante et elle ne l'est jamais autant que lorsqu'elle est poussée dans ses retranchements. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.